Madame, Monsieur, bienvenue, il est 20h15, voici vos infos du soir. Les premières doses de vaccins sont arrivées pour traiter les personnes les plus exposées. Elles ont atterri en début d'après-midi à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Nous y serons en direct dans un instant. L'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires après avoir vu le jour en septembre 2017, nous verrons comment cela peut favoriser le nucléaire civil et pacifique avec la directrice générale adjointe de l'AIEA, la marocaine Najet Mourtar. Depuis hier, la fièvre acheteuse s'est emparée des victimes de la mode. Ce week-end est propice aux achats en cette période de solde, même si des précautions sont prises en raison de la pandémie. Elle est plutôt adepte des perles, du net et des bijoux technologiques. Rita Saha nous rejoindra pour sa chronique geek. Il y sera notamment question de plateformes musicales et vidéo. Conformément aux instructions qui avaient été données par Sa Majesté Mohamed VI et sous la haute appréciation du souverain, les premières doses de vaccins contre le Covid-19 sont arrivées. L'avion qui les transporte a atterri cet après-midi à l'aéroport Mohamed V de Casablanca où nous retrouvons notre envoyé spécial Jazia Al-Hammari. Jazia, bonsoir. Dans quelle atmosphère tout cela s'est-il déroulé ? Bonsoir Wadi, vous imaginez bien Wadi que l'impatience a été grande et quel soulagement d'avoir enfin vu cet avion atterrir cet après-midi. Un soulagement qui se lisait sur le visage de tous les journalistes qui étaient présents sur place, des journalistes qui ont littéralement scruté le ciel jusqu'à la dernière minute. L'avion transportant les toutes premières doses du vaccin anti-Covid du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca a atterri sous la pluie et sur le tarmac de l'aéroport Mohamed V de Casablanca au niveau de la zone de fret, très loin des terminaux réservés aux voyageurs. L'avion a décollé la nuit dernière de Mumbai en Inde et c'est d'ailleurs en Inde qu'ont été fabriquées ces doses. Ce que l'on peut dire également, Jazia, merci beaucoup, c'est que selon le communiqué du ministère de la Santé, de nouvelles doses du vaccin Sinopharm sont attendues dans le Royaume mercredi prochain. Quant à la campagne nationale de vaccination, son coup d'envoi officiel sera donné dans le courant de la semaine prochaine. Seront traités en priorité les personnes de santé, les personnels dépositaires de l'autorité, les enseignants, les personnels âgés et les habitants des régions les plus touchées par le coronavirus. Enfin, ces franges de la population pourront se faire connaître pour être vaccinées en se rendant sur le site www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS au 1717. Et la campagne nationale de vaccination va rimer avec optimisation, à commencer par la nécessité de rationaliser les doses de traitement. Pour ce faire, des seringues spéciales anti-gaspillage sont utilisées, notamment en Belgique, pour n'en perdre aucune goutte. Le récit de Rizlan Taibi. Dans cette maison de retraite bruxelloise, les résidents reçoivent leur dose de vaccin avec des seringues anti-gaspillage. Grâce à des pistons très précis, le personnel médical peut extraire 6 doses au lieu de 5 d'une même fiole. Dans une seringue classique, vous perdez, quand le piston est tout droit, vous perdez tout le liquide qui se trouve dans le bout de la seringue et dans l'aiguille. Ici, vous avez des pistons qui sont travaillés pour rentrer dans le bout de la seringue. Donc ça permet quand même de vacciner 20% de personnes en plus. Maintenant, comme ça s'est décidé au moment où la campagne de vaccination était déjà en route, c'est à nous à trouver les 20% de personnes en plus pour qu'il n'y ait pas de perte. Et si l'infirmier est bien précis, il peut utiliser le précieux liquide d'une seule fiole pour vacciner 7 personnes. En 2 heures, une centaine de pensionnaires ont été immunisés. Je voudrais encore faire mes courses, parce que j'aime marcher et voir ma famille. J'étais au départ, je ne voulais pas, mais comme tout le monde le fait. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Madame Shirley, elle a dit faites-le pour vos petits-enfants. Et grâce à ces économies, le surplus de vaccins récupérés servira pour immuniser les pompiers volontaires. Et jetons un coup d'œil à présent sur le bilan épidémiologique dans notre pays. Au cours de ces dernières 24 heures, 1138 cas de coronavirus ont été recensés, une période pendant laquelle 1351 guérisons ont été enregistrées et malheureusement, dans le même temps, 29 décès sont à déplorer.
Dans l'actualité de ce vendredi figure également ce nouveau round dans le dialogue interlibyen. Les deux délégations représentant le Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants libyenne sont réunies cet après-midi à Bouzneqa dans un contexte marqué par l'appel du secrétaire général de l'ONU aux mercenaires et combattants étrangers à quitter la Libye au plus tard demain, conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre dernier. Bouzneqa, où nous retrouvons notre envoyé spécial Amina Ben Khalek qui suit pour nous ces discussions. Alors Amina, comment ça se passe sur place ? Bonsoir Wadi. Alors la réunion 13+13 des parlements de Tobrouk et du Haut Conseil d'État démarre sous de bons auspices ici à Bouzneqa, un huis clos auquel aucun journaliste n'a pu accéder. Mais nous avons assisté au démarrage de cette nouvelle rencontre interlibyenne au Maroc. Malgré le côté solennel de ce type de réunion, l'ambiance était très détendue. En accédant à la salle, les deux délégations étaient sereines quant à l'issue de cette session qui a démarré à 16h30 et qui, figurez-vous, se poursuit encore au moment où je vous parle. Au cœur de ces discussions qui s'éternisent, un sujet, celui de l'assignation des 7 postes de souveraineté en Libye, celui de gouverneur de la Banque centrale, de président de l'autorité de contrôle administratif, du bureau d'audit de la Cour suprême, de procureur général, ainsi que les fonctions de président de la haute commission électorale et de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Des fonctions, vous l'aurez constaté, Wadi, clés pour tracer l'avenir de la Libye à moins d'une année des élections du 24 décembre 2021. Voilà pourquoi ce sujet prend beaucoup de temps. C'est également dû au fait qu'il y ait une longue liste de critères et de mécanismes à respecter à la lumière de ce qui a été décidé dans l'accord de Srerat en 2015, des critères d'équité et d'égalité et des chances et d'inclusion de toutes les régions libyennes. Une question cruciale dans un pays longtemps divisé entre deux clans rivaux à l'est et à l'ouest. Merci beaucoup Amina Ben Khalek. Alors ce vendredi est aussi marqué par l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Un événement salué par le secrétaire général de l'ONU, un peu plus de quelques 2 ans après sa rédaction. Il devient effectif à la suite de la ratification par un 50e État, en l'occurrence le Honduras. Alors ce traité, qu'est-ce qu'il prévoit en substance ? Vous allez le voir en préambule. Il énonce d'abord le fait qu'il est nécessaire d'éliminer complètement ce type d'arme afin qu'il ne soit plus jamais utilisé, quelles que soient les circonstances. Son article 1er engage les États qui l'ont ratifié à ne jamais mettre au point, à laisser produire, fabriquer, acquérir, de quelque autre manière posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Enfin, son article 4 souligne le fait que l'État partie concerné conclut avec l'Agence internationale de l'énergie atomique un accord afin que des matières nucléaires déclarées ne soient pas détournées d'activités nucléaires pacifiques. Arrêtons-nous justement sur les activités nucléaires pacifiques en compagnie, depuis la capitale autrichienne, de la directrice générale adjointe à l'Agence internationale de l'énergie atomique, Najat Mukhtar. Bonsoir et bienvenue. Alors lorsqu'on parle de nucléaire, on pense immédiatement aux armes de destruction massive. Or le nucléaire aussi a des déclinaisons civiles et pacifiques. Quelles sont-elles ? Oui, bonsoir Siwadi et merci de votre invitation. Oui, c'est vrai que la plupart des gens connaissent l'agence à travers son rôle de veiller à ce que le nucléaire ne soit pas utilisé à des fins non pacifiques, mais très peu connaissent le rôle de l'agence dans le développement durable. Et je vous donne quelques exemples. La santé et la médecine nucléaire est essentielle pour le diagnostic de plusieurs maladies, la radiothérapie, utilisée pour le traitement des cancers, les médicaments radiopharmaceutiques. Aussi, dans l'environnement, les techniques nucléaires peuvent être utilisées pour recycler certaines formes de plastique ou traiter les eaux usées, ainsi qu'évaluer l'impact des changements climatiques sur l'environnement marin. Aussi, en agriculture, les techniques nucléaires interviennent tout le long de la chaîne des valeurs, de la sélection des plantes, la gestion du sol et de l'eau, jusqu'à la santé animale et la lutte contre les zoonoses. D'ailleurs, l'agence a aidé plus de 125 pays, dont le Maroc, à acquérir l'équipement nécessaire pour tester le coronavirus.
Najat Mortar, un mot par rapport à cette convention qu'on vient d'évoquer et aux actions qui sont mises en œuvre. Comment justement favoriser le développement du nucléaire pacifique et du nucléaire civil, et est-ce que cette convention va y contribuer d'une certaine manière? Absolument. Vous savez, l'agence met à la disposition des États membres les techniques nucléaires pour les aider à atteindre les objectifs du développement durable. Et ceci à travers différents mécanismes et différents programmes. Le premier, c'est la coopération technique, à travers laquelle l'agence transfère la technologie au pays, ceci par l'appui des infrastructures et aussi la formation à court et à long terme. Récemment, l'agence a lancé la bourse Marie Curie pour encourager les femmes à développer leur carrière en sciences et technologies, et particulièrement en sciences nucléaires. Le deuxième programme, c'est la recherche scientifique, où l'agence encourage le développement à la recherche et l'innovation pour les applications nucléaires pour le développement. D'ailleurs, l'agence est parmi les seules organisations des Nations Unies qui a des laboratoires de recherche et qui œuvrent à promouvoir la recherche dans les pays en développement. Merci beaucoup, Najat Mortar. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de l'AIEA et vous étiez avec nous depuis Vienne, en Autriche, où se trouve le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À présent, retour sur cette information qui a eu un certain retentissement en France, où vivent 1,5 million de Marocains qui pratiquent leur foi musulmane. Lundi dernier, unique en son genre, a été conclu un document qui s'appelle la Charte des principes de l'islam de France. Il implique les autorités nationales et le Conseil français des cultes musulmans. Une dizaine d'articles qui expriment notamment la compatibilité de l'islam avec la République et qui rejettent les courants extrémistes. Paris, où nous retrouvons le président du Conseil français du culte musulman. Bonsoir, Mohamed Moussaoui. Une première question, je précise, vous êtes franco-marocain. Sur les 8 fédérations qui composent le CFCM, combien ont signé cette fameuse charte des principes de l'islam de France ? Alors, ceux qui ont solennellement signé la charte en présence du président de la République lundi dernier sont 5 fédérations. 3 ont souhaité avoir un délai de réflexion pour consulter leurs instances. Il faut rappeler que le projet qui a été présenté au président de la République est le fruit de nombreuses rencontres et que le texte que nous avons présenté a été un très bon compromis. Je dis un très bon compromis dans la mesure où 95% de son contenu a été validé à l'unanimité, cette fois-ci des 8 fédérations, et dès le 15 décembre. Les 5% ou 10% du contenu restant portent essentiellement sur des nuances et des formulations différentes et non pas sur les principes eux-mêmes. Malgré tout, on sent bien qu'il y a une petite division entre les différentes composantes. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que cette charte de l'islam de France et des principes de l'islam peut être perçue comme une certaine emprise des autorités françaises sur la pratique des musulmans de l'Hexagone ? Non, au contraire, parce que nous avons souhaité par cette charte laisser de côté les débats récurrents sur certaines pratiques religieuses musulmanes et de recentrer le débat sur les grands principes. Nous avons réaffirmé notre attachement, notre citoyenneté pleine et entière. Nous avons également réaffirmé que les principes qui nous animent en tant que musulmans sont totalement compatibles avec les principes de la République qui nous animent en tant que citoyens français. Et au cœur de ces principes, il y a bien sûr l'égale dignité humaine, dont découlent tous les autres grands principes qui animent nos concitoyens français, dont l'égalité homme-femme, le rejet de toute discrimination et de toute forme de haine de l'autre, la liberté de conscience, de religion et d'opinion, un tas de principes qui découlent de ce principe important. Merci beaucoup, Mohamed Moussaoui. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil français du culte musulman. Vous étiez en direct de Paris.
À l'international également, le calvaire qui continue pour la vingtaine d'hommes coincés à près de 600 mètres sous terre depuis 12 jours en Chine. Ils devront encore patienter 2 semaines pour être secourus. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté par Oussama Al-Bqali. Depuis le 10 janvier, ils sont pris au piège des gravats. Les 11 mineurs chinois, coincés au fond de cette mine d'or dans la province du Shandong, devront prendre leur mal en patience. Les sauveteurs estiment qu'il faudra 2 semaines de forage supplémentaires pour pouvoir espérer les libérer. Au moment où de nombreux pays attendent la réception des premières doses du vaccin contre le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la livraison de 600 millions de doses d'ici la fin d'année en Afrique. Grâce au programme COVAX, l'Organisation mondiale de la santé ambitionne de distribuer près de 2 milliards de doses aux pays en voie de développement. La crise pandémique a causé l'annulation de bien des événements internationaux, mais les Jeux olympiques auront bien lieu cet été au Japon. En effet, le patron du comité olympique australien, Matt Carroll, a démenti la rumeur qui circulait depuis plusieurs jours déjà. Le comité Tokyo 2020 a également assuré être entièrement concentré sur les préparatifs. De son côté, le Real Madrid se voit privé de son entraîneur. Testé positif au Covid-19, Zinedine Zidane sera confiné durant 14 jours et ne pourra pas assister aux prochaines rencontres du Real. C'est David Bettoni, entraîneur adjoint, qui le remplacera jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez pas. Dans un instant, vous découvrirez le parcours de Ali Benhayoun. Ce jeune entrepreneur, pas encore trentenaire, s'est lancé dans la com et la pub aux côtés de son frère. Elle en connaît aussi un rayon en matière de coups de com puisqu'elle scrute à la loupe les stories des stars diffusées en série sur les réseaux sociaux. Rita Saha sera avec nous. Et vous les verrez aussi sur les plateformes digitales après leur passage sur 2M dès mardi prochain. Les candidats d'Ahsen Pâtissier, il en sera question à la fin de cette édition et nous goûterons même quelques gourmandises. Mais avant cela, parlons achat en cette période de solde. La valse des étiquettes a débuté hier dans un contexte peu particulier en raison de la pandémie de coronavirus. Alors en plus des mesures de précaution, les commerçants n'ont pas lésiné non plus sur l'ampleur des ristournes. Le reportage à Marrakech d'Izza Charqi et Mohamed Chahima. Oyez, oyez, amoureux de shopping, le bal des soldes est ouvert. En effet, le lancement de cette période de remise et de bonnes affaires a officiellement débuté hier. Produits cosmétiques ou encore prêt-à-porter, plusieurs magasins ont sorti le grand jeu, mais surtout les petits prix pour attirer un maximum de clients. Notre campagne de solde, nous l'avons conçue avec des offres encore plus généreuses que ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a donc des promotions allant jusqu'à moins 60% et donc des cadeaux et des offres encore plus généreuses. C'est un magasin qui respecte les mesures sanitaires à 100% et parce qu'il y a de très bonnes offres, il y a des offres très alléchantes, très intéressantes, donc je ne me prive pas. Prenant conscience qu'avec cette crise mondiale liée à la pandémie, le pouvoir d'achat a baissé, les enseignes proposent aujourd'hui des prix réduits et il y en a pour toutes les bourses. Nous avons des prix qui débutent à partir de 39 dirhams, 59 dirhams et qui peuvent aller jusqu'à 169 ou 199. Des prix raisonnables pour nos clients que nous avons particulièrement baissés en cette période de Covid. Vous l'aurez donc compris, cette année, les magasins ont décidé plus que jamais de casser les prix, et ce, pour le plus grand plaisir des férus de lèche-vitrine. Les soldes qui doivent permettre aux commerçants de se refaire une santé financière car la conjoncture actuelle est difficile. D'après Karim Tiazi, le président de la commission environnement des affaires à la CGEM, les achats, vous allez le voir, ont chuté de plus de 30% par rapport à la même période de l'an dernier. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise, c'est dire si ses clients ont besoin de communiquer en ces temps troublés. Ali Benhayoun n'a pas encore 30 ans, mais il est déjà de la trempe des grands porteurs de projets. Le jeune Marrakchi aux 1000 passions s'est notamment lancé avec succès dans la pub et l'affichage au point de faire forte impression. Son portrait brossé par Izza Charqi et Mohamed Chahima. En créant notre agence de communication, nous avons rencontré certaines difficultés, notamment avec l'imprimerie. Nous avons donc regroupé en une seule entité communication et impression et constitué une équipe toutes compétences confondues.
Nous proposons aux clients un service clé en main, allant de la création graphique à l'impression. Nous proposons de faire des panneaux, de la signalétique, des cartes de visite, des en-têtes. Nous travaillons sur toutes les chartes graphiques. Nous sommes très satisfaits de son travail. Il nous accompagne dès l'arrivée de la commande. Il nous arrive même d'opter pour certaines de ses idées car c'est quelqu'un de très créatif et son équipe est très serviable. Très serviable. Notre capital ne cesse de croître. Nous collaborions avant avec quelques entreprises nationales. Aujourd'hui, nous traitons aussi avec des multinationales qui représentent 50% de notre portefeuille client. À présent, cette future prouesse technique qui sera érigée dans la capitale égyptienne, Cairo Eye, c'est le nom de cette roue d'observation de 120 mètres de diamètre. Un projet pharaonique, le plus grand d'Afrique, le 5e au monde, implanté sur 20 000 mètres carrés et doté d'un budget de 30 millions de dollars, autour de 300 millions de dirhams. Les visiteurs pourront ainsi observer aux alentours jusqu'à 50 km à la ronde, de quoi attirer d'ici 2022 quelques 2,5 millions de touristes par an. Elle attire des millions de téléspectateurs chaque semaine, elle, grâce à sa chronique geek. Rita nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Rita. Et ça ne vous a pas échappé à vous non plus, Joe Biden a succédé à Donald Trump. Oui, tout à fait, Wadia. Et la transition ne s'est pas faite qu'à la Maison-Blanche. Elle a également eu lieu sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Joe Biden a en effet hérité du compte POTUS, President of the United States. Mais contrairement à son prédécesseur, il n'a pas eu droit aux followers qui allaient avec, comme vous l'avez vu derrière moi. La première dame ou First Lady Jill Biden hérite quant à elle du compte Flotus. Et ce n'est pas tout. La vice-présidente Kamala Harris prend possession de l'ancienne page qu'occupait Mike Pence. Et la nouveauté, c'est ce compte attribué à son époux, Doug Emhoff, qui a droit à une appellation inédite, à savoir Second Gentleman. Les anciens comptes officiels liés à la présidence de Donald Trump et Melania sont devenus POTUS 45 et Flotus 45. Et tous leurs messages ont été archivés, comme vous le voyez. Oui, POTUS, ça veut dire President of the United States, avec mon superbe accent et Flotus, britannique. First Lady of the United States. Le réflexe Netflix n'est pas qu'une légende. Et oui, Wadi, le célèbre site de streaming vient de dépasser les 200 millions d'abonnés payants dans le monde. En 2020, plus de 37 millions d'utilisateurs ont d'ailleurs opté pour cette plateforme. Des chiffres qui s'expliquent entre autres par les mesures sanitaires prises aux quatre coins du globe, comme le confinement. Et l'entreprise américaine a d'ailleurs annoncé qu'elle n'avait plus besoin de faire d'emprunt car elle a réalisé pas moins de 25 milliards de dollars de bénéfices. Il faut savoir que Netflix enchaîne les succès avec ses propres productions, notamment le jeu d'Adam, visionné plus de 62 millions de foyers, je vais y arriver, un mois après sa sortie, ou encore la chronique de Bridgerton. Et l'une des dernières en date, c'est Lupin. Elle pourrait bien devenir la série la plus regardée au monde. D'ailleurs, est-ce que vous avez jeté un œil sur cette série, Wadia, ou pas encore? Lupin, pas encore. Par contre, le jeu de la dame, je fais partie des 62 millions. Moi aussi. Il est un peu plus de 20 heures, mais on va parler de 10 heures. Oui, Wadia, cette bonne nouvelle pour les amateurs de musique avec La Relève. Ce projet lancé il y a quelques heures seulement par la plateforme de streaming audio Deezer, il a pour objectif de mettre la lumière sur les nouveaux talents du rap marocain. Alors vous allez le voir, 12 artistes issus de tout le royaume sont représentés dans cette mixtape, uniquement disponible sur Deezer. Parmi les rappeurs, on retrouve Snore, Stormy, Rtek, Tani, 20, Wantash, Wenza, Dada et Il ne s'agit pas de vous. Non, c'est pas moi, je confirme. Et vous allez les voir tout de suite dans cette vidéo. On regarde. Je pourrais me mettre au rap, pourquoi pas. Enfin, on va commencer par parler d'un comédien qui aime bien pousser, lui, la chansonnette. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'un des artistes les plus talentueux et les plus en vogue dans l'Hexagone. Tarek Boudali cartonne aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur, mais pas seulement. Sur Instagram, avec ses 694 000 abonnés, ou encore sur TikTok, le comédien franco-marocain fait le show et publie des vidéos visionnées pour certaines près d'1 900 000 fois. Ce qui est sûr, vous allez le voir, c'est qu'il a la comédie et le rythme dans la peau. On regarde. I just flip the switch, flip, flip.
don't know nobody else. Alors on va retrouver en direct de Paris Tarek Boudali. Bonsoir Tarek. Bonsoir, bonsoir le Maroc. Alors merci d'être avec nous dans InfoSoir Week-end et merci de nous régaler autant dans vos films que sur les réseaux sociaux avec vos parodies notamment de Djadja. C'est très gentil, merci beaucoup. En tout cas, je vais vous laisser avec Wadi Dada pour l'interview. Et par contre, s'il y a une question qui vous ne plaît pas, vous pouvez lui dire « Oh Dada, il n'y a pas moyen Dada ». Bon, ça marche, j'y manquerai pas. J'ai 30 secondes max pour sortir. Je vous laisse avec Wadi. Tarek Boudali, bonsoir. Vous êtes comédien franco-marocain dans l'Hexagone. On vous connaît notamment à travers la bande à Fifi, dont vous faites partie, du nom de l'acteur Philippe Lachaud. Après avoir tourné dans ces films, il tourne dans le vôtre 30 jours max, c'est son titre. Il est déjà sorti, il reviendra bientôt sur les grands écrans. Vous nous faites le pitch pendant qu'on regarde des images de la bande-annonce ? Oui, alors c'est l'histoire de Ryan, que j'interprète. C'est un policier loser, voilà, il a peur de tout. Et en fait, un jour, un médecin lui apprend qu'il lui reste plus que 30 jours à vivre parce qu'il a une maladie incurable. Donc à partir de là, c'est une sorte de déclic pour lui. Et en fait, il a plus peur de rien. Il a envie de partir en tant que héros, donc il va tout faire pour arrêter le grand méchant du film. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le médecin s'est trompé, il va très bien. Alors, une sortie est prévue au Maroc ? Alors je ne sais pas, c'est une bonne question. J'espère en tout cas, mais là on va me donner la réponse d'ici quelques jours, je pense, pour savoir si ça va sortir au Maroc. On l'a vu avec Rita Saha, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux avec des vidéos très décalées. Pour vous, c'est un laboratoire ou un refuge en attendant la réouverture des cinémas et des salles de spectacle ? Disons que je le fais pour faire marrer les gens, tout simplement. Voilà, comme je sais que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, à travers le monde entier. Je me dis que pourquoi ne pas essayer de faire quelques petites vidéos un peu sympathiques, rigolotes, pour essayer de détendre un peu les gens qui sont en général chez eux en cette période un peu compliquée. Donc voilà, je le fais vraiment pour les gens. Tarek Boudali, le Maroc, c'est votre pays d'origine. Vous y avez notamment tourné. Au-delà du cinéma, quel lien est-ce que vous gardez avec le royaume ? Moi, je suis très fier d'être d'origine marocaine, bien évidemment, fier de notre culture. Voilà, et donc... depuis petit, je vais au Maroc. Je vais très souvent au Maroc. Et puis, voilà, je passais 2 mois tous les étés en famille, là-bas. Et après, j'ai continué quand même d'y aller de mon côté, que ce soit des week-ends ou des petites semaines pour voir la famille ou tout simplement pour me détendre. Merci beaucoup, Tarek Boudali, d'avoir été avec nous dans InfoSoir Week-end. Et bonne continuation et bon courage pour le film et les projets à venir. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Un mot de foot avec ce match nul concédé par les Lions de l'Atlas pour le compte du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Les Marocains n'ont pas réussi à trouver la faille face aux Rwandais. Résultat, il leur faudra attendre la prochaine rencontre contre l'Ouganda pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. On leur souhaite bonne chance malgré tout. Cette question maintenant, Shkon Houa Ahsen pâtissier. Eh bien, pour le savoir, il faudra regarder l'émission du même nom qui met aux prises 10 candidats amateurs de cet art culinaire. Nous étions dans les coulisses de l'émission. Voyez ce sujet de Adil Ouasmine et Oussama Al-Baqqali. On en parle juste après. Une douce odeur de pâtisserie parvient jusqu'à l'extérieur de ce grand chapiteau. C'est ici que se tient la version marocaine de l'émission de télé-réalité culinaire Le meilleur pâtissier. Adaptée d'un concept britannique, l'équipe de production s'appuie sur l'expérience française pour parfaire ce show. Alors je suis ici pour aider la mise en place du meilleur pâtissier marocain. Je suis très content. Nous, en France, on en est à la saison 9. Ici, c'est la première saison. Et comme vous le voyez, la tente est très très belle. Le décor est super. Les pâtissiers sont très très bien. Tartes, gâteaux, pâtisserie du monde ou traditionnelle, les 10 pâtissiers amateurs en compétition s'affronteront durant 8 semaines dans une bataille qui promet de raviver les papilles. Ahsen Pâtissier, c'est une émission très gourmande. C'est une émission que les Marocains vont regarder sur le petit écran avec beaucoup de joie et qui vont partager en famille. Les candidats seront chapeautés par 2 chefs pâtissiers de renom, Atman Belfré et Bouchra Tamimi. Le rendez-vous est donné tous les mardis à 21h40 à partir du 26 janvier sur 2M.
Et moi, je suis chapeauté par Adil Chkiri. Bienvenue, vous êtes directeur marketing et digital à 2M. Et Faisal Betioui, bienvenue également. Vous êtes chef cuisinier et pâtissier en Allemagne. Et vous êtes l'un des rares Marocains à la tête d'un établissement étoilé au Michelin. Adil, qu'est-ce qu'on va voir concrètement chaque semaine à partir de mardi prochain sur 2M? Merci Wadi. À partir du mardi prochain, Inch'Allah, nous aurons rendez-vous avec Ahsen Pâtissier. Il s'agit d'une adaptation du format international de la BBC, qui est Bake Off. Donc ça va être une émission de télé-réalité, une émission entièrement dédiée à la pâtisserie, et ça va être la première adaptation dans le monde arabe. Avec 10 candidats? Exactement, ce sont 10 candidats qui nous viennent de différentes régions du royaume. Et il y a aussi un jury qui doit les départager? Il y a aussi un jury qui doit les départager, qui est Othman Belfqi et Bouchra Tmimi. Faisal Betioui, quand vous regardez comme ça une émission, notamment sur 2M, complètement consacrée à la pâtisserie, il y en a aussi à l'international, quel regard vous portez sur ces candidats? Ça vous rappelle un peu votre parcours? Vous êtes pris d'empathie pour eux? Oui, bien sûr. Mon parcours est un peu différent. Moi, j'ai fait ma formation aux États-Unis, après en Allemagne. Mais je trouve que c'est une bonne initiative, toutes les émissions comme ça, les Top Chef, Master Chef, ou même la Fédération marocaine des arts culinaires, tous ces aides pour ces jeunes-là, c'est un bon tremplin pour notre profession en fait. Adil, comment est-ce que vous avez cherché à maroccaniser un petit peu l'émission, parce qu'elle est déclinée un peu partout à travers la planète? Donc la version marocaine, elle sera adapté au niveau du décor, donc on retrouvera des éléments de décor qui rappellent notre identité marocaine, et aussi bien sûr à travers les épreuves et les recettes que les candidats vont effectuer, qui vont rendre un vrai hommage au patrimoine culinaire marocain. Parce qu'il y aura aussi des versions revisitées de exactement, 3 épreuves, c'est le classique revisité, l'épreuve de création et l'épreuve technique. Il nous reste quelques secondes à peine parce qu'on est pris par le temps. Vous n'êtes pas venu les mains vides, Faisal Betioui. Vous êtes, je rappelle, étoilé au Michelin et vous avez préparé spécialement pour nous. Sur le même thème de la compétition, on a fait un revisité, un classique et une création. Et donc on a fait une tarte framboise, un Paris-Brest et un classique de mon restaurant en Allemagne. C'est une création du restaurant et j'espère qu'on va goûter. Alors je crois qu'il y a les cuillères qui sont juste là, voilà. Il y a même les serviettes. Je vous mets ça de côté, on termine le journal et on mange tout ça ensemble. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour parler de Ahsen Pâtissier. C'est mardi. Mardi 26 à partir de 21h40. Une dernière question pour toi, Wadi. Oui. Je sais que tu es originaire de la région de Bheli, la belle région de Sfro. Absolument. Quelle est la pâtisserie la plus connue de cette ville? Nous, on n'a pas de pâtisserie très spécifique, mais on fait une adaptation vraiment particulière d'Al Kaborzel. C'est juste impeccable. D'accord. Ils sont d'accord. Adil Chkiri, directeur marketing digital à 2M, et Faisal Betioui, chef cuisinier, et l'un des rares chefs cuistots étoilés au Michelin. Votre restaurant est en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous. Et pour finir, voilà qui montre que la gastronomie marocaine est très prisée. Un truck food a pris ses quartiers cette semaine dans la cour de l'Assemblée nationale en France. Et devinez ce qu'il proposait à ses clients et notamment aux députés. Eh bien, des msemen et de la harsha en plein cœur de l'ancêtre du Palais Bourbon. Et pour ceux qui le souhaitaient, ils pouvaient même agrémenter leur douceur d'un bon thé à la menthe. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce vendredi 22 janvier. La première livraison de vaccins contre le coronavirus au Maroc. Les doses d'AstraZeneca ont atterri cet après-midi à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Selon le communiqué du ministère de la Santé, de nouvelles doses du vaccin Sinopharm cette fois sont attendues dans le royaume mercredi prochain. Quant à la campagne nationale de vaccination, son coup d'envoi officiel sera donné dans le courant de la semaine prochaine. Seront traités en priorité les personnels de santé de plus de 40 ans, les personnels dépositaires d'autorité publique, les personnels de l'enseignement de plus de 45 ans, les personnels âgés et les habitants des régions les plus touchées par le coronavirus. Les personnes ainsi concernées pourront se faire connaître pour être vaccinées en se rendant sur le site www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS au 1717. Dans un instant, que du sport, suivi d'Al Masaïa présenté par Hussein Ouzik. Juste après, Rachida Alali fait son show. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.